Je suis Aurore. J'accompagne celles et ceux qui veulent faire la paix avec leur histoire, se libérer de ce qui pèse, revenir à ce qui est vivant, sensible et vrai. C'est pas rien, c'est le podcast pour tous ceux qui ont la sensation de ressentir trop fort, de douter parfois, de porter des bagages un peu lourds ou de ne pas avoir toujours un espace sécurisant pour se déposer. Ici, on parle de notre humanité, de nos traumas, de nos lignées, d'émotions entières, de liens authentiques et du vivant en nous. Parfois à deux, dans des échanges passionnants avec mes invités, ou seul, juste toi et moi. Des conversations vraies, sans masque, sans filtre. Parce qu'être humain, c'est pas rien. Parce qu'apprendre à s'aimer, c'est pas rien non plus. Alors si toi aussi tu veux t'alléger, grandir, ressentir et te transformer, installe-toi confortablement et embarque avec moi dans cet épisode. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de podcast que j'enregistre seule. Un podcast que je fais au réveil. J'étais inspirée ce matin, j'avais envie de vous parler d'amour. J'avais envie de vous parler de relations. C'est un sujet qui est, on va pas se mentir, est central dans ma vie depuis toujours. Depuis ces dernières années et encore plus depuis ces derniers mois. Avec la séparation du père, avec le père de ma fille et puis toutes mes anciennes relations. J'en parle beaucoup avec beaucoup d'amis en ce moment, des amis célibataires, des amis en couple. Voilà, j'ai énormément de discussions autour du couple, de la relation, de tout ce qui fait qu'on a envie d'être en lien ou pas. Et voilà, j'avais envie de vous faire un podcast sur ce sujet-là, avec cette grande question que qu'est-ce que c'est l'amour? Et je voulais vous partager 8 choses. Je sais pas si ça va être 8 ou plus, mais j'en ai noté 8, que j'ai des enseignements que j'ai vraiment compris et qui m'ont vraiment aidée et soutenue, ces dernières années pour évoluer justement sur ce chemin de la relation. Parce qu'on grandit tous avec des images, des croyances, des contes de fées, moi la première, et des blessures autour de ce mot, l'amour. Puis un jour, on aime avec tout ce qu'on est, avec tout ce qu'on a reçu, avec tout ce qu'on n'a pas reçu. Dans cet épisode, j'avais vraiment envie de vous parler de ce que j'ai appris en aimant, en chutant, en me relevant, en accompagnant aussi, parce que je vois beaucoup de choses. Parce que nos manières d'aimer, elles sont souvent teintées de nos blessures d'attachement au final. Parce qu'on rêve de passion, de sécurité, mais que c'est pas toujours compatible. Parce qu'on rêve d'un idéal qu'on confond parfois aussi avec l'autre, avec nos propres projections. J'aimerais aussi vous partager pourquoi, selon moi, on ne peut pas vraiment aimer sans se connaître profondément. Pourquoi il peut y avoir de l'amour et pourtant pas de chemin possible à deux. Pourquoi la communication honnête et authentique aussi, ça peut tout changer. Et pourquoi apprendre à s'aimer soi, à se sécuriser soi, c'est le fondement de toute relation vivante. Aimer, c'est beau, c'est puissant, mais aimer, c'est aussi savoir poser des limites. C'est parfois savoir dire stop. Toujours choisir la vérité, sa vérité, même quand elle fait trembler. Donc voilà, je vais vous partager un petit peu tout ça à cœur ouvert. Et si le sujet vous intéresse, installez-vous confortablement et embarquez avec moi. Alors la première chose que j'avais envie de vous dire, et qui a clairement été une grosse révélation pour moi, une grosse prise de conscience ces dernières années, c'est le fait que notre manière d'aimer est clairement teintée de nos traumas d'attachement. De nos traumas d'attachement, de notre manière de nous attacher, de notre manière de savoir relationner ensemble. Et quand je parle de trauma d'attachement, c'est quelque chose que je développerai d'ailleurs dans un podcast. J'avais pas envie de faire que des podcasts théoriques pour commencer tous ces épisodes. Dans ce podcast, c'est pas rien. Mais je vais quand même les développer, je pense, dans pas très longtemps pour que vous arriviez vraiment à comprendre ce qui peut se jouer. Mais dans les grandes lignes, on a 2-3 manières de nous attacher, de développer notre manière de nous attacher. On a un attachement anxieux, un attachement évitant et puis un attachement désorganisé qui est un petit peu un mélange des deux. Bien sûr, on a aussi un attachement sécure, mais ça, je pense que c'est un petit peu le Graal et on est très peu à le vivre, ou en tout cas à le vivre de manière constante. Et je sais même pas si de manière constante, c'est vraiment possible. Mais voilà, on a ces différentes manières de s'attacher, de développer notre capacité à nous attacher qui sont en lien avec notre enfance, avec ce qu'on a vécu avec nos parents, avec
le climat dans lequel on a grandi, la sécurité qu'on a reçue, l'amour qu'on a reçu. Et on va développer donc 2 manières de relationner. La première, l'attachement anxieux, qui est mon attachement dominant à la base, qui est plutôt, de l'ordre de, j'ai tout le temps peur de perdre l'autre, à tout moment il va partir, à tout moment il va m'abandonner, avec une grande angoisse d'insécurité, l'amour est là, mais à tout moment il est plus là. Et donc, ça donne des personnalités, qui se posent beaucoup de questions, qui ont tout le temps besoin d'être rassurées, même en étant rassurées, ça suffit jamais, qui ont peu confiance en elles, voilà, un mélange de tout ça. Ou alors vous avez l'attachement, évitant, pareil pour faire des raccourcis, l'attachement évitant, c'est plutôt, parce qu'il y avait pas forcément d'amour, de lien, de sécurité, parce qu'il y avait même parfois de l'absence, hem, ou même du danger. On a développé un attachement plutôt, qui nous dit, «Je préfère être seule que, entrer en relation, relationner c'est dangereux, si je m'ouvre en face, il y aura personne et donc je préfère tracer ma route tout seul et dès que je sens qu'on a envie de relationner avec moi, ça me donne envie de fuir et de saboter et cetera». Donc ça, c'est plutôt l'attachement évitant. Vous pouvez vous reconnaître dans l'un ou l'autre ou dans les 2. On a souvent une dominante, mais on porte quand même tout à l'intérieur de nous, hein. C'est comme toujours, c'est comme tout au final. On n'est jamais que blanc ou noir. Et puis l'attachement désorganisé, c'est plutôt, c'est un mélange des 2 où souvent il y a pu avoir, du conflit, du chaos, à la fois, une envie d'être en lien avec une grande peur de l'abandon et en même temps, la peur d'une figure d'attachement, une sensation d'insécurité, de danger, de violence et cetera. Ce qui peut, créer, un grand conflit interne où là, l'attachement désorganisé, on va plutôt, avoir envie très, très fort d'être en lien et en même temps on en a très, très peur et donc du coup ça peut donner des grandes, fluctuations émotionnelles, des colères explosives, j'ai très envie d'être en lien et une grande passion et une grande idéalisation et en même temps j'ai très, très peur de la relation et du coup je préfère fuir et me saboter et me faire du mal. Voilà, donc c'est un attachement qui est pas facile à vivre aussi. Et donc, clairement, c'est pour ça que je voulais commencer avec ce premier point, notre manière d'aimer, elle est forcément, teintée de nos traumas d'attachement et moi, ça a été une grande clé de compréhension et c'est pour ça que je vous ferai un podcast sur le sujet. Parce que ça m'a permis de vraiment de prendre du recul sur, le fait que en fait, ma manière d'aimer, ma manière de vouloir être en relation, bah, ça se basait sur ça et et de déculpabiliser aussi, de me dire: «OK, bon, bah, là, je sens qu'il y a un truc qui est activé en moi, j'ai pas de nouvelles depuis, 3 heures, ou alors je sais pas quand est-ce que je vais le revoir, donc je sens que ça m'active, je sens que ça m'angoisse, que ça me crée du stress». Et donc plutôt que de repartir dans une réactivité un peu inconsciente et automatique et de déverser mes peurs, de me flageller ou de me culpabiliser parce que je suis une grande angoissée, d'avoir besoin de me rassurer, de tout contrôler et de partir dans des mécanismes au final qui vont plus me faire du tort qu'autre chose, bah, j'ai cette capacité de prendre du recul et de me dire: «OK, bon, je sais que là c'est mon attachement qui parle, je prends un pas de recul, je vais respirer, je vais me déposer auprès de mes amis, je vais faire un truc qui me fait du bien, je vais avancer dans ma journée et puis je vais laisser de l'espace à ça et on verra ensuite, comment ça se passe et souvent il y a quelque chose qui se pose, qui se restructure et puis ça nous permet aussi d'en parler avec l'autre qui sera, mon 6e point du podcast. Hem, mais en tout cas, voilà, ça nous donne cette capacité à revenir à nous, plutôt que de tout projeter sur l'autre, de se dire, «Il m'a pas écrit pendant 3 heures, c'est pas correct, j'ai pas de nouvelles, il me rassure pas, il est comme ci, il est comme ça». On a la capacité de faire, focus sur soi et de dire: «OK, bon, il y a une situation, qu'est-ce qui se passe chez moi? Qu'est-ce qui est en train de m'activer? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? OK, ça parle de mon attachement. Comment est-ce que je peux me soutenir? Comment est-ce que je peux trouver des ressources pour m'aider? Comment est-ce que je peux le communiquer à l'autre aussi?» Parce que bien sûr que j'ai quand même la croyance que quand on est dans une relation saine et aimante, on devrait pouvoir aussi communiquer à l'autre, ce qui nous active et pourquoi et qu'est-ce qui se passe pour nous. Bien sûr en essayant de pas ramener toute la charge émotionnelle à ce moment-là, même si c'est pas toujours évident.
et que si l'autre a vraiment envie de prendre soin de la relation et qu'il y a de l'amour et qu'il y a du soutien, il va avoir envie en fait aussi de prendre soin de ce qui est difficile pour nous et donc on va aussi pouvoir trouver des manières de relationner qui pourront nous convenir à tous les deux et qui nous permettront aussi d'être dans quelque chose de sécurisant. Sachant que je fais une petite parenthèse et j'en reparlerai, mais ce qui est quand même pas évident aussi, c'est que souvent dans une relation, il y a quelqu'un avec une dominante anxieuse et l'autre a souvent une dominante évitante. En tout cas, jusqu'à ce qu'il y ait de la conscience et qu'il y ait un chemin qui soit fait, souvent c'est les dynamiques qu'on retrouve dans la plupart des couples. Et ce qui est assez rigolo, c'est que quand je me retrouve face à quelqu'un de très anxieux, qui projette beaucoup sur moi, j'ai tendance à basculer dans mon attachement évitant. Donc voilà, c'est forcément assez rigolo aussi. Donc voilà, j'avais envie de déjà commencer avec ce premier point qui, moi, vraiment a été d'une grande aide pour comprendre ce qui pouvait se jouer pour moi et du coup, arriver à pas tout de suite éclater la relation dès le début avec mes mécanismes de peur, de m'accrocher et tout de suite de demander à l'autre de venir combler ce dont j'avais pu manquer. Mm. Il y a un deuxième point qui a été très pertinent de comprendre pour moi aussi. Je sais plus qui avait fait une conférence. J'avais vu un TEDx d'une américaine, je crois, qui avait fait tout un speech sur justement la relation amoureuse et le fait que avoir de la passion et de la sécurité dans la relation, c'était pas compatible. Et j'ai trouvé hyper intéressant ce truc, ça m'a fait beaucoup réfléchir et j'en parle aussi énormément maintenant avec mes amis. Parce que c'est vrai qu'on a toujours cette quête à l'intérieur de nous, on veut à la fois le feu, la passion, le désir ardent, brûlant, le manque, etc. Et en même temps, on veut aussi la sécurité, savoir où est l'autre, se voir souvent, que se connaître à 100%, faire plein de choses ensemble, savoir exactement où on en est, où on va, etc. Et en fait, ça a été une grosse prise de conscience pour moi de me dire que c'était potentiellement impossible d'avoir les deux à la même hauteur, en tout cas au même moment, parce que c'est incompatible. Dans le sens où, quand il y a de la sécurité, quand il y a de la clarté, quand il y a du connu, quand il y a une zone de confort, voilà, toutes ces choses-là qui font que on sait exactement où on est, avec qui on est, ce qu'on fait, et tout est clair. Ça va altérer en fait le mystère, le manque, voilà, tout ce qui est de l'ordre du secret, du non-dit. Au final, on va moins se manquer, on se connaît sur le bout des doigts, donc il peut y avoir un peu ce truc au final qui va s'éteindre. Et en même temps, de l'autre côté, quand on est que dans la passion, le manque, le désir, les projections, l'idéal, les grands rêves, le romantisme. Voilà, que quand on est que dans cette sphère-là, et ça peut être hyper insécurisant aussi. Parce que, encore une fois, là, on est que dans le mystère, on est que dans l'instant présent, on est que dans la flamme qui brûle d'une passion ardente, et donc c'est pas du tout sécurisant. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant de comprendre que on avait cette quête impossible des deux et qu'en fait, il fallait accepter que les deux puissent danser ensemble à différents moments et qu'on avait besoin de nourrir et de cultiver l'un et l'autre de manière égale et qu'on ne pouvait pas avoir que une relation passionnelle à fond la caisse si dans notre inconscient on avait aussi besoin de sécurité et qu'on ne pouvait pas non plus se dire je veux une relation hyper sécurisante si à l'intérieur de nous on a aussi ce besoin de vivre quelque chose d'ardent et de passionnant et de passionnel et de l'ordre du désir. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça hyper chouette de me dire ok en fait là peut-être que je me sens pas 100% en sécurité dans ce qui est en train de se vivre et en même temps ça nourrit aussi un désir, quelque chose de vivant, il y a un petit peu de mystère, où il y a un petit peu d'inconnu et si j'ai envie de vivre ça, il faut aussi que j'accepte ça.
Voilà, donc je sais pas comment ça résonnera pour vous, mais moi j'avais trouvé ça très chouette. J'essaierai de voir si je retrouve la conférence, si je peux vous la mettre en lien. Sinon, je pense que vous pourrez la retrouver aussi. Le troisième point dont j'avais envie de vous parler et qui a quand même été aussi une grande révélation pour moi, même si avant j'en avais la conscience sur le plan mental, mais que je l'avais jamais vraiment vécu, c'est que souvent on tombe pas amoureux de quelqu'un, on tombe amoureux d'une projection. Et ça, tant qu'on n'a pas compris ça, je pense qu'on répète le schéma très souvent. En tout cas, moi, je pense que j'étais une grande idéaliste romantique. Bah, je m'appelle Aurore, hein, j'ai un prénom de princesse, j'ai été élevée au Walt Disney. Mes parents ont toujours été ensemble, ils sont encore ensemble. J'ai grandi dans un foyer plutôt harmonieux où il n'y avait pas de conflit. J'ai toujours vu mes parents tout faire ensemble. Donc j'avais un peu cet idéal du couple fusionnel entre guillemets où tout va tout le temps bien et où ça roule quoi. Et, euh, et donc du coup, quand on rencontre quelqu'un, souvent ce qui se passe, c'est plutôt que de rencontrer vraiment cette personne à un niveau réaliste, de se dire ok, là je vois que il y a ça, il a tel comportement, il a tel mécanisme. Ah tiens, ça, je sens que ça pourrait m'insécuriser. Ah tiens, là je vois que il a telle manière de penser, etc. Euh, Bah souvent, on va tout de suite tomber dans une espèce de projection de ah oui, on pourrait vivre ça ensemble et il pourrait m'apporter ça et on pourrait construire ça ensemble et et on va un petit peu tomber dans une espèce d'idéal romantique qui va nous empêcher un petit peu de nous relier à notre principe de réalité, ce principe saturnien qui nous permet de voir concrètement les choses. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé avec ma dernière relation. C'est que parfois on a tellement envie de vivre le grand amour, on a tellement envie de vivre la relation qu'on a toujours attendue, on a tellement envie de se dire ah ça peut être le père de mes enfants, on a tellement envie de que ça fonctionne parce qu'on arrive à un certain âge et qu'à un moment donné ben on se dit aussi que c'est peut-être la bonne personne. On a tellement envie que ça fonctionne parce que on sait aussi que notre entourage nous attend au tournant. Voilà, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on va tomber dans toutes nos projections qui vont nous empêcher au final de voir très rapidement, hein, parce que maintenant j'ai vraiment la croyance que dès les premières semaines, on peut savoir si ça va le faire ou pas. On peut savoir si on se sent en sécurité avec cette personne, si c'est calme dans notre corps, s'il y a de la bienveillance, s'il y a de la communication, s'il y a voilà tous ces ingrédients dont on a besoin au final pour une relation saine. En général, on arrive très rapidement à se rendre compte les premières semaines si c'est présent ou pas. Mais la différence, c'est est-ce qu'on va accepter de le voir ou est-ce qu'on va choisir de pas le voir. Et ça a vraiment été une grosse claque pour moi ces derniers mois, ces dernières années. Et aujourd'hui, je fais vraiment attention à ça. Je fais vraiment attention à, à ce qui va nous mener d'ailleurs au quatrième point, qui est qu'on ne peut aimer que lorsqu'on se connaît vraiment. Et quand je dis quand on se connaît vraiment, c'est quand on se connaît soi, bien sûr, et l'autre. Et c'est-à-dire qu'on se laisse du temps, en fait. Euh, En tout cas, pour ce qui est de l'ordre de connaître l'autre, qu'on se laisse du temps de euh, comment est-ce qu'il est quand il se sent pas bien, comment est-ce qu'il est quand il est anxieux, comment est-ce qu'il est quand il est en colère, comment est-ce que ça se passe quand on est fatigué, comment est-ce que ça se passe quand on se voit pas pendant longtemps, comment est-ce que ça se passe quand on est H24 l'un sur l'autre, comment est-ce que ça se passe quand il est avec ses amis, comment ça se passe quand il est avec sa famille. Et en fait, de vraiment prendre ce temps de se rencontrer et de se connaître à un niveau où on peut se voir et s'observer évoluer dans différents moments de notre existence et de notre quotidien. Et qu'au final, on peut vraiment sentir qu'il y a de l'amour que quand on voit qu'il peut y avoir des espaces où ça peut être contracté. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en fait, c'est facile d'aimer quand tout va bien. C'est facile d'aimer quand c'est la lune de miel, quand on est en vacances, quand il n'y a pas de soucis, quand il n'y a rien à penser, quand notre système nerveux il est relâché, quand on est en mode parasympathique ventral. C'est facile d'être amoureux dans ces moments-là. Mais
qu'est-ce qu'il en est quand, voilà, quand il y en a un ou 2 qui est fatigué, quand, il est en colère, quand il est gonflé, quand il y a toutes les choses que j'ai nommées avant. C'est là où, en fait, on peut vraiment voir, bah, comment est-ce qu'on va relationner ensemble? Comment est-ce qu'on va trouver des solutions ensemble? Comment est-ce qu'on va se laisser de l'espace ensemble? Comment on va arriver à communiquer? Comment on va arriver à désamorcer, une tension? Comment est-ce qu'on va arriver à s'apporter du soutien, de la tendresse, de l'écoute? Et pour moi, c'est vraiment là où, en fait, qu'on a la capacité de voir si l'amour est là. Et et aussi donc de on peut aimer aussi que lorsqu'on se connaît vraiment soi, et j'en reparlerai dans le 7e point, mais c'est pareil, c'est de se laisser aussi le temps de, bah, de comprendre ce qui se joue pour nous, de comprendre, pourquoi est-ce que dans certains moments on est activé, de comprendre pourquoi il y a certaines situations qui sont difficiles et de s'offrir aussi ce temps-là dans la relation, au début de la relation et puis, de s'offrir des espaces de compréhension, d'accueil. C'est hyper important, en fait. Donc voilà, ce 4e point pour moi, il est aussi, très, très, très précieux et le 5e que j'avais envie de vous partager aussi qui a été, bah, pareil, une grande prise de conscience et qui a été un peu dure pour moi d'ailleurs et qui l'est toujours je pense parce que encore une fois je suis une grande romantique, qui a toujours envie, de créer de l'harmonie et du beau partout et qui s'accroche et qui a parfois du mal à accepter, que ça va pas fonctionner. C'est que, il peut y avoir de l'amour mais pas de vision commune et ça a été un grand truc aussi, en termes de compréhension puis je l'ai vu beaucoup autour de moi, dans les couples, que j'ai rencontrés et chez mes amis, qui c'est que souvent, ce qui est déchirant et très difficile, c'est quand il y a de l'amour, mais qu'on n'a pas on n'a pas la même vision, en fait, de la vie. On n'a pas la même vision de, comment on a envie de vivre, dans quel environnement, de la manière dont on a envie, d'élever nos enfants. Quand on n'a pas la même vision de, prendre soin de soi, quand on n'a pas la même vision de comment est-ce qu'on a envie d'avoir un équilibre de vie, qu'est-ce qui est important pour nous. Et ça, je pense que c'est des discussions qu'il faut avoir rapidement, dès le début, en fait, d'une relation et vraiment de les prendre en compte. Parce qu'encore une fois, ça peut être ce truc de s'accrocher à un idéal, de se dire: «Oui, mais c'est pas grave, ça peut évoluer. Oui, mais on peut quand même se retrouver sur certains points. Oui, mais peut-être qu'il y en a un ou l'autre qui fera des compromis» et en fait, avec le recul, je me dis que non, que c'est hyper important de se dire que on a quand même un minimum de valeurs communes, on a un minimum de vision commune sur, bah, où est-ce qu'on se voit dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on a envie en termes de famille, qu'est-ce qu'on a envie en termes de manière de vivre, d'équilibre, vie perso, vie pro, hem, ouais, de toutes ces choses-là qui font que, bah, ça va aussi nous permettre de nous retrouver dans le foyer, dans le quotidien, est-ce qu'on est aligné avec le fait qu'on a envie de vivre ensemble ou pas? Est-ce qu'on est aligné avec le fait que, on a envie de passer un certain, temps ensemble ou pas? Enfin, toutes ces choses-là. Parce que au final, si on n'en parle pas assez rapidement et qu'on choisit de pas le voir, c'est ça qui va créer de la tension, qui va créer des non-dits, des frustrations et qui va commencer à abîmer la relation, avec des conflits, parce que, en fait, on veut pas les mêmes choses. Et même si on s'aime, même si on trouve, des choses chez l'autre qui viennent nourrir des besoins, qui viennent nourrir, hem, aussi une manière d'être, parce qu'on va pas se mentir, quand on rencontre quelqu'un, on va toujours, souvent, en tout cas je pense que c'est ma croyance, tomber aussi amoureux de quelqu'un qui va nous permettre d'incarner qui on a envie d'être, qui va nous permettre de vivre qui on a envie d'être, qui va nous permettre, d'incarner la personne, de développer les qualités, de développer le potentiel qui sommeille à l'intérieur de nous, qu'on a parfois du mal à incarner et cette personne-là, ça peut être un miroir, bienveillant ou pas, de ce qu'on a envie d'être et donc c'est quand même important, de se dire que voilà, encore une fois, on se choisit mutuellement pour, évoluer, grandir, se soutenir vers cette, version de nous qu'on aspire à être et que l'autre, ça pourrait vraiment être, notre teammate comme on dit en anglais,
notre partenaire de vie, notre partenaire de chemin, pour s'accompagner vers cette version de nous qu'on a envie d'incarner. Et ça, c'est quand même hyper, hyper important. Le 6e point aussi qui est un de mes préférés, je pense, et ça, je pense que je l'incarne et je le prône de plus en plus, c'est vraiment que la communication honnête et authentique, c'est une clé énorme. Ça, c'est quelque chose que j'ai quand même et que je porte depuis assez longtemps. C'est pas récent, même si ça s'est encore plus amélioré et renforcé, je pense, ces derniers mois et ces dernières années. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la magie, je trouve, quand on a la capacité à dire les choses, à communiquer avec l'autre depuis un espace, encore une fois, sain. Et je ferai, je ferai, comme je l'avais déjà dit dans un podcast, un épisode sur la communication non violente parce que ça a été extraordinaire pour moi en termes de compréhension et d'évolution dans mes relations. Mais il y a vraiment quelque chose de libérateur dans la communication quand on s'autorise à dire à l'autre, écoute, là, en fait, je sens que ce que tu es en train de me dire, ça m'active, j'ai besoin de prendre un temps pour moi. Là, je sens que ce qui est en train de se passer, ça me met en colère. Je sens que ça me ramène à un souvenir d'enfance. Je sens que ça me ramène à une peur que je peux avoir. En fait, de vraiment communiquer à l'autre ce qui se passe pour nous depuis un espace responsable. Parce que bien sûr, dans la communication non violente, il y a vraiment ce truc-là, hein. Je suis responsable de ce que je ressens, je suis responsable de mes mécanismes, je suis responsable de ce qui s'est joué dans mon histoire, mais ça m'empêche pas de pouvoir me déposer et de pouvoir le communiquer à l'autre, qui encore une fois pourra prendre soin de la relation si l'élan d'amour et d'amitié est là. Mais ça, c'est vraiment, vraiment énorme. Et même au tout début, quand on commence à se rencontrer, moi, j'en parle beaucoup avec des amis là qui sont dans des expériences de dating aussi. Et en fait, c'est tellement libérateur de juste pouvoir se dire, ok, bah là, en fait, je sens qu'il y a un truc qui va pas le faire. Là, je me sens pas alignée avec notre vision des choses. Là, je sens qu'il y a pas d'alchimie entre nous. Ou alors aussi de partager, de communiquer, de valoriser, de dire ouais, bah là, merci parce que le temps qu'on passe ensemble, ça m'apaise, ça me permet de me sentir en sécurité. J'apprécie ça chez toi. Je suis touchée par ça chez toi. De vraiment se dire les choses, ça ouvre un espace qui est hyper beau et qui nous permet vraiment de nous rapprocher au plus de notre authenticité en tant qu'humain. Et souvent, ce qui crée du désordre dans nos relations amoureuses, mais pas que, hein, c'est vraiment tous les non-dits, quoi. Tout ce qu'on s'autorise pas à dire, tout ce qu'on n'ose pas dire, tout ce qu'on a peur de dire. Et de développer cette communication-là, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire et de libérateur pour soi et même parfois pour l'autre. Parce que moi, avec le temps, j'ai vraiment eu cette compréhension-là et je le dis aux personnes que j'ai fréquentées récemment. Je dis toujours, en fait, moi, je préfère avoir l'info. Je préfère que tu me dises les choses, même si c'est inconfortable, même si sur le coup, ça va pas me plaire, même si sur le coup, ça va m'activer, plutôt que de pas savoir, plutôt que tu restes dans le silence, plutôt que tu me dises pas les choses, que je dois deviner, que je sente intuitivement qu'il y a un truc qui va pas. Ça va m'insécuriser au possible, je vais partir dans des projections de dingue et ça va être l'enfer pour moi, ça va nourrir une anxiété profonde. Je préfère largement qu'on me dise les choses. Et je pense qu'au final, on est nombreux dans ce cas-là, mais on veut pas toujours se l'avouer ou le dire à l'autre. Donc moi, je préfère largement qu'on me dise, écoute, voilà, là, je sens que j'ai besoin de prendre mon temps, je sens que j'ai besoin d'espace, je sens qu'il y a ça qui est en train de se jouer en moi, que j'ai ce besoin-là, et cetera. Et comme ça, OK, moi j'ai la clarté de ce qui se joue pour toi. Et du coup, bah, je peux me recalibrer aussi en fonction de ça. Et ensuite, bah, si il y a des choses qui sont difficiles pour moi parce que ça vient m'activer à d'autres niveaux, la peur d'être abandonnée, la peur du rejet, et cetera. OK. Mais là, au moins, je peux prendre soin de ce qui se passe chez moi parce que j'ai l'info et parce que je sais ce qui se joue pour toi. Mais de ne pas se dire les choses, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Donc vraiment, la communication honnête et authentique, c'est une clé. Et si vous pouvez
lire des choses sur la communication non violente, faire des formations. Moi, j'avais fait les 3 modules de base à l'époque avec le père de ma fille. On les avait fait ensemble. En plus, ça avait vraiment été super de pouvoir faire ça ensemble parce qu'après, on parle le même langage et c'est vraiment un gros, gros soutien dans la relation. Voilà, donc ça peut vraiment, vraiment être pertinent. Le 7e et avant-dernier point, bien sûr, c'est ce fameux, il faut s'aimer soi, avant, de vouloir aimer quelqu'un d'autre. Alors, j'ai quand même envie d'émettre, une petite parenthèse là-dessus. Je pense que si on attend de s'aimer complètement à 100 et d'avoir tout guéri chez nous avant de pouvoir aimer l'autre, je pense qu'il y aurait personne qui sera en couple sur cette planète. Donc, faut aussi se ramener de la bienveillance et et de la flexibilité avec ça. Mais en tout cas, d'être sur ce chemin où, on va prioriser, c'est ça je pense que je voudrais dire, c'est on va prioriser d'autres choses que, juste la relation. Parce qu'on a tous un peu ce mécanisme fusionnel, hein, parfois à l'intérieur de nous, que dès qu'on se met en couple, dès on est amoureux de quelqu'un, on pourrait oublier le reste du monde, surtout les attachements anxieux, hein. Là, je m'adresse aux attachements, anxieux dominants parce que les évitants, ils ont moins ce truc. Mmh. Mais voilà, on peut avoir ce truc parfois de dès qu'on commence à être avec quelqu'un, à se mettre en relation, à mettre tout notre focus là-dessus, toute notre énergie et à laisser un peu les autres, domaines de notre vie au second plan. Moi, je l'ai beaucoup fait et aujourd'hui, j'ai vraiment plus envie de le faire. Et en fait, on a besoin de nourrir un écosystème équilibré dans notre vie, c'est-à-dire qu'on a besoin de passer du temps avec nos amis, d'avoir, des relations, de pouvoir avoir d'autres ressources. Parce que le souci aussi, c'est que, bah, on va traverser des choses, hein, on va être activé sur des choses à différents moments. Et si on a que le couple comme ressource pour, nous accompagner, c'est là où ça devient problématique. Si on demande tout le temps au couple de venir nourrir tous nos besoins, c'est trop pour l'autre et en général, ça fonctionne pas. Donc il y a vraiment besoin de nourrir cet écosystème relationnel, d'avoir des amis, de passer du temps avec, de sortir, de s'autoriser à avoir une vie sociale, riche en fait. Parce que encore une fois, on se nourrit de, hem, il y a ce truc qui dit qu'on est la somme des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc on a besoin de se nourrir de toutes ces relations-là. S'aimer soi, ça passe aussi par, comment est-ce qu'on développe sa sécurité intérieure. Donc comment est-ce qu'on arrive à, encore une fois, trouver des ressources qui nous font du bien, passer du temps dans la nature, faire du sport, voilà, sentir en fait qu'est-ce qui vient, équilibrer et nourrir notre système nerveux pour pouvoir justement le plus souvent être en parasympathique ventral quand on est dans la relation avec notre amoureux ou notre amoureuse, pour qu'à ce moment-là, on soit beaucoup plus régulé et que ce soit du temps de qualité et que ce soit agréable. De prendre du temps pour soi, de s'autoriser à s'épanouir, professionnellement, voilà, si on est comme moi et qu'on a la fibre, entrepreneuriale ou qu'on adore se mettre au service des autres, que notre métier est une passion et que ça nous nourrit, bah, c'est aussi hyper important d'honorer ça et de pas, encore une fois, de le reléguer au second plan. Et puis s'aimer soi, ça passe aussi par toutes ces explorations personnelles qu'on va faire, c'est-à-dire que moi, j'ai vraiment eu ce réflexe, hein, ces dernières années et encore plus, récemment, quand je sens qu'il y a quelque chose qui est inconfortable pour moi, qui me met dans des espaces où je suis activée, où je suis pas bien, où je vais avoir tendance à être dans une espèce de lourdeur, de tristesse, de colère constante, de frustration. Je me dis: «OK, bon, qu'est-ce que je peux faire pour switcher ce truc?» En fait, de moins en moins, on aime être dans des périodes où on est méga down pendant super longtemps. Ça veut pas dire qu'il y a des moments où on va pas être bien, hein, parce que on traverse tous plein de trucs. Mais d'avoir aussi cette capacité de se dire: «OK, là, je sens que je suis dans une période où ça va pas ouf. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça me fasse du bien?» Plutôt que, bah, ça pèse encore une fois sur mon couple ou sur ma relation. Et à nouveau ne pas mettre toute la responsabilité de mon bien-être, sur le couple. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Et puis le dernier point, que j'avais quand même envie de partager parce que ça a aussi été, quelque chose d'important pour moi et c'est un point qui me touche, c'est que aimer, c'est aussi savoir dire stop. C'est aussi savoir dire non, c'est aussi accepter de laisser partir l'autre.
Le véritable amour, c'est pas celui qui s'accroche et qui a envie d'épuiser la relation jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est vraiment, ok, bah en fait, il y a un constat qui est là, c'est que il y a de l'amour, il y a de la tendresse, mais on n'arrive plus à fonctionner ensemble. Je sens que ça vient pas nourrir mes besoins, je sens que j'ai besoin de vivre autre chose, je sens que l'autre aussi, ça le rend malheureux de se forcer à rester dans cette dynamique. Euh, L'amour, c'est vraiment ça, c'est de savoir dire stop. Et j'ai même envie de dire aussi que c'est de l'amour de soi aussi, de savoir dire stop parfois, même avec une amitié. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui est plus aligné, qui nous draine, qui ne nous nourrit pas. Et encore une fois, parfois, ça veut pas dire qu'il y a plus d'amour, ça veut pas dire qu'il y a plus de tendresse, que ça veut pas dire qu'on aurait aimé que ça fonctionne et, et qu'on n'avait pas envie de s'accrocher à ce qui est là, mais parfois il y a juste plus de ressources, il y a plus de vision commune, il y a plus d'espace pour que chacun arrive à trouver sa place. On a besoin de vivre des choses différentes. On a besoin de se retrouver à des niveaux différents. On a besoin de se reconnecter avec des parts de nous. On a besoin de s'autoriser à aller incarner différentes facettes de notre être. Et parfois, ça passe aussi par la séparation et par le fait de prendre de la distance. Après, quand je dis c'est savoir dire stop, ça peut être aussi de dire stop pendant une dispute et de se dire écoute là, on se laisse de l'espace. Ça peut être de se dire stop, là j'ai besoin de partir quelques jours en vacances ou seule me ressourcer. Ça peut être plein de choses. Hein. C'est pas forcément une séparation radicale, mais en tout cas, voilà, l'amour c'est aussi savoir se préserver soi, s'honorer, respecter nos limites, respecter nos besoins. Et, et plus on arrive à honorer ça chez soi, plus l'autre peut aussi faire la même chose pour lui et honorer aussi ce qui est important chez nous. Donc voilà, ce dernier point, il est quand même assez primordial, même s'il y a encore plein de moments où ça vient gratter et on a envie de se dire mais merde, pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi c'est pas possible, pourquoi. Voilà, le véritable amour, quand on dit qu'on a de l'amour pour quelqu'un, on veut le meilleur pour lui, ça c'est le véritable amour. On lui souhaite le meilleur, on a envie qu'il soit heureux, on a envie qu'il se sente bien. C'est pas reste à tout prix avec moi, j'ai besoin que tu me rendes heureux. Ça, c'est juste de l'attachement toxique, traumatique. Par contre, voilà, parfois s'offrir de la liberté, que ce soit momentanée dans la relation ou totale quand il y a séparation, bah, c'est aussi un acte d'amour. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et vous a inspiré. N'hésitez pas à le partager aux personnes qui auraient besoin d'entendre toutes ces choses. Moi, je sais que j'écoute beaucoup de podcasts sur l'amour, sur les relations et dans des moments où j'en ai besoin, ça vient me nourrir des espaces en moi, ça vient m'inspirer, ça vient m'ouvrir la conscience sur des choses. Je pense qu'on a tous besoin d'entendre toutes ces notions-là, toutes ces connaissances-là, d'avoir de la conscience sur l'amour, sur les relations. C'est un sujet tellement complexe, profond et extraordinaire qui, moi, me fascine. Je pense que c'est une de mes passions premières, les relations humaines. Qu'on n'aura jamais vraiment fini d'explorer le sujet et je sais même pas si un jour on sera vraiment capable de répondre à cette question qu'est-ce que c'est l'amour? Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me partager votre vision de la chose, à me laisser des petits commentaires, à m'envoyer des messages, me dire comment ça a résonné pour vous. Et puis, on se retrouvera une prochaine fois dans un prochain épisode. Prenez bien soin de vous, aimez de tout votre cœur, aimez-vous, aimez les autres et à tout bientôt.